Bonjour, moi c'est Alexandra Gélina, comme on vous présentait. Là, je travaille au groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau. Je suis la coordonnatrice du programme Survol Bentos. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un programme de surveillance que l'on a qui vise finalement à mettre en valeur la science citoyenne et le Bentos et dans le fond pour s'adapter au changement climatique. Donc, à l'heure actuelle, il y a un manque indéniable de données, en fait, qui permettent de prédire adéquatement les effets des changements climatiques sur les écosystèmes aquatiques, sur leur biodiversité. Donc, la littérature montre, en fait, que les petits cours d'eau vont être grandement affectés par les changements climatiques et ils vont répondre plus rapidement, plutôt, aux perturbations que les grandes rivières. Donc, en réponse à tout ça, le G3E, en 2017, en fait, de 2017 à 2019, a mis en place le réseau de surveillance des rivières surveillées s'adapter pour l'avenir, qui vise à documenter l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes aquatiques. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà. Alors, les changements climatiques, on sait, vont apporter des événements assez extrêmes, sécheresse, hausses de température plus intenses, j'en passe. Et puis, couplé avec des activités anthropiques, les perturbations, ça va apporter, avec le changement climatique, là, des dégradations des écosystèmes riverains, une baisse de la biodiversité et aussi, on note une baisse dans les services écologiques qu'on sait sont très importants pour les êtres humains. Ici, on parle de la purification de l'eau, la régulation hydrique, contrôle de l'érosion, etc. J'en passe, c'est tout l'aspect socio-culturel aussi qui est super important de nos jours. Donc, nous, on venait à répondre à certaines problématiques. En fait, on s'intéressait à ça. Premièrement, le manque de données qui permet de prédire les effets des changements climatiques sur les écosystèmes aquatiques et leur biodiversité, comme j'ai dit, mais aussi, on cherchait à répondre au sentiment de découragement, là, finalement, et d'impuissance que certaines personnes ont, dont les jeunes, là, on entend beaucoup d'études qui s'intéressent finalement à l'éco-anxiété qu'on retrouve chez les jeunes. Parce qu'on se rend compte finalement que les changements climatiques sont effleurés un peu dans le programme scolaire, mais plutôt au niveau théorique et moins les aspects un peu affectifs finalement. Donc, pour répondre à ça, c'est ça, on a fait le projet des rivières surveillées s'adapter pour l'avenir, qui est vraiment un réseau de citoyens qui suivent la santé de plusieurs cours d'eau. Quand je parle de citoyens, là, on travaille avec des organismes, je vous ai présenté plus tard, là, des jeunes, des experts, qui viennent vraiment documenter les perturbations des changements climatiques avec des bioindicateurs, dont je vais vous parler tantôt. Et puis, on sait qu'un suivi de bioindicateurs à long terme, donc je parle d'une 10 à 15 ans, finalement, ça va permettre vraiment d'avoir une belle documentation et puis aider au maintien des services écologiques. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que l'acquisition de ces données-là, ça va nous permettre aussi d'avoir des outils d'aide à la décision très importants qui vont permettre aux municipalités d'identifier les problématiques, de prendre des décisions éclairées, mais surtout de maintenir les services écologiques. Donc, on a cette partie-là, puis aussi la partie tout ce qui est sensibilisation des jeunes, puis vraiment les reconnecter à la nature et leur montrer que oui, malgré que la tâche semble assez importante, ils peuvent travailler là, pour l'environnement et travailler à contrer les changements climatiques dans le fond. Donc, on utilise deux programmes qui a été réalisé dans le cadre de ce suivi-là. On a J'adopte un cours d'eau qui est tout l'aspect avec les étudiants, donc primaire, secondaire et cégep. On va vraiment aller sur le terrain avec eux, récolter soit des macro-invertébrés benthiques, des poissons, on regarde la physicochimie aussi avec eux. Moi, aujourd'hui, je vais te laisser ça un petit peu. Je vais plus vous parler de Survol Bentos, qui est le projet que je coordonne, qui est vraiment un programme de surveillance volontaire des petits cours d'eau à substrat grossier. Donc, on utilise les macro-invertébrés benthiques comme bioindicateurs. Et ça s'adresse à tout type d'organismes qui désirent de faire le suivi de leurs cours d'eau, de cours d'eau dans leur territoire, contribuer à la recherche scientifique, puis même justement d'aider les municipalités à prendre des décisions éclairées par rapport aux adaptations au changement climatique. Donc, je vais vous parler un peu d'indicateurs biologiques. Pourquoi, dans le fond, on ferait le suivi de ça. Les macro-invertébrés benthiques, ce qu'on utilise dans Survol Bentos, c'est vraiment des bons indicateurs parce qu'ils nous
il nous montre finalement des conditions locales là, des écosystèmes aquatiques. Il intègre toutes sortes de variations, de perturbations là, de habitats physiques et physico-chimiques à moyen et court terme, donc environ 1 an. Et on a aussi les poissons qu'on regarde, mais plus dans J'adopte un cours d'eau, que c'est plus des conditions générales. Et puis, on voit des variations, il intègre des variations à moyen et long terme. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un macro-invertébré benthique? On va disquer un petit peu le mot ensemble, là, ça l'explique très bien. Donc, macro égale visible à l'œil nu, invertébré, donc sans colonne vertébrale, et benthique, ça dit simplement que ça vit au fond des lacs et des cours d'eau. Et ce qui est intéressant avec ces petites bibites-là, si je peux dire, c'est vraiment qu'ils ont une tolérance variable à la pollution. Donc, c'est ça qui va nous permettre de dire si une rivière est en santé ou non. Là, à gauche, je vous ai mis une photo d'un tricoptère et d'un plécoptère. Donc, juste pour montrer concrètement c'est quoi qu'on récolte sur le terrain. Puis, ils ont toute une diversité, je dirais, assez intéressante. Donc, ça vient vraiment... en tout cas, de mon côté, je trouve ça super trippant, en fait, de faire l'identification et de voir à quel point ils sont de bons bio-indicateurs. Oui. Donc, ici, c'est vraiment pour vous montrer que des rivières surveillées, c'est pas seulement G3E, c'est vraiment un partenariat avec des écoles secondaires, cégep, des organismes de bassin versant, des comités de zones d'intervention prioritaire, organismes non gouvernementaux. Et tout ce beau monde-là, ça a fait en sorte que pendant 3 ans, on a pu suivre 83 stations à l'échelle de la province et pour un total de 60 cours d'eau. Donc, c'est vraiment un travail qui a été fait, un travail d'équipe. On va rentrer dans le vif du sujet du volet survol Bentos et des données qu'on a récoltées. Donc, on avait 18 OBV, 2 ONG et 4 cégep qui ont participé pour un total de 41 stations suivies et 38 cours d'eau. Pour vous faire un petit portrait, là, je ne sais pas si vous allez voir ma souris, mais c'est pas grave de toute façon. Là, dans le fond, il y a 66% qui étaient dans 2 stations des provinces. 70% des stations qui étaient dans 2 des provinces, je pense que je me suis trompée en disant. Donc, dans les Laurentides méridionales, là, la lettre C et les Appalaches, la lettre A surtout. Et on avait 26 stations de référence. Je vais vous expliquer dans la prochaine diapositive, en fait, qu'est-ce que ça signifie. Puis, il faut comprendre que Survol Bentos, en fait, c'est un suivi, un programme, en fait, qui existe depuis 2006. Par contre, c'est ça, avec le programme des rivières surveillées, ça nous a permis d'ajouter 29 nouvelles stations. À la base du projet, il y a bien sûr le choix des stations. Donc, nous, on disait aux organismes participants de choisir 2 stations. Premièrement, il fallait avoir au moins une station de référence. Une station de référence, dans le fond, c'est une station qui va avoir les meilleures conditions possibles dans un territoire donné, parce qu'on veut quand même que ce soit représentatif. Et puis, ici, on a comme la liste des critères, là, donc une contamination ponctuelle. En général, on va essayer de pas qu'il n'y ait pas en fait de perturbation à proximité. Et ensuite, l'autre station, ça peut être une autre station de référence, une station dite test. Donc, on vient tester un paramètre, par exemple, on a une station qui a des champs à proximité, puis on veut voir au fil des ans à quel point ça va affecter l'intégrité biologique du cours d'eau, mais c'est quelque chose qu'on peut étudier avec les macroinvertébrés. L'échantillonnage se fait selon la méthodologie Survol Bentos, qui est en fait un protocole qui a été développé avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, oui, en 2006, avec le J3E. Puis ensuite, il y a tout des tri d'identification qui est fait parmi des identificateurs qui sont certifiés par le G3E. Et il y a systématiquement une validation qui est faite aussi par le G3E pour valider l'identification. Donc ici, quelques données dans le fond pour vous montrer l'occupation du territoire là, en lien avec les stations choisies. Il y a 36% des stations qui ont plus de 80% de leur bassin de drainage en milieu forestier. Il y a les basses terres du Saint-Laurent, où il y a 3 des 6 stations qui ont un territoire à plus de 55% urbanisé ou agricole. Puis on va voir plus tard, là, je vais pouvoir vous montrer là, que ça démontre que c'est des stations de moins bonne qualité. Et puis, pour vous expliquer finalement les points ici là, de Laurentides méridionales et puis des Appalaches, les points comme qui sortent un peu du bas du plot, en fait, c'est des stations urbanisées et agricoles.
Donc là, c'est bien beau de, de parler de tout ça, mais d'où vient notre indice de santé de l'habitat? Pas de santé de l'habitat, mais du cours d'eau plutôt. C'est l'indice de santé global Survol-Ventus, en fait, qu'on utilise, qui est de 0 à 100. Je vous ai mis l'échelle à l'écran ici pour voir bonne, précaire ou mauvaise. On se base sur 6 sous-indices, donc le numéro total de taxons des macroinvertébrés pour évaluer la biodiversité, le nombre et le pourcentage des taxons EPT. Ça, c'est des éphémères, plécoptères et trichoptères. C'est des taxons qui sont intolérants à la pollution, donc moins qu'on va en retrouver, plus ça va nous sonner une cloche à l'oreille pour dire, OK, il y a peut-être une perturbation dans ce territoire. Ensuite, le pourcentage de chironovides, que ça, c'est complètement l'inverse, en fait. C'est un taxon qui est tolérant à la pollution. Donc, plus qu'on en retrouve, ben, ça veut dire qu'on va avoir moins de biodiversité, puis encore moins de taxons qui seraient non tolérants à la pollution. Le pourcentage des 2 taxons dominants, puis ensuite le FBIV, pardon, qui est la tolérance à la pollution organique, qui est basée sur un indice qui s'appelle l'indice de Ilsenhoff, si je le prononce comme il faut. Ensuite, on prend des données complémentaires comme l'indice de la qualité d'habitat, des bandes riveraines, des données physico-chimiques, et puis on fait un portrait aussi général du bassin de drainage pour avoir une bonne représentation du territoire. Donc ici, c'est nos résultats que ça nous a donné dans nos 3 années. Dans le fond, vous voyez là, la classe de qualité des stations. Je veux vous faire remarquer qu'il y a 61% des stations qui sont bonnes. Donc, ça aussi, c'est pas pour dire qu'un crime, c'est bien. Au Québec, on a des bonnes stations, on a des rivières de qualité. Non, c'est plutôt que ces stations-là, en fait, sur 41 des stations, la moitié, c'est des stations de référence. Et puis, ça fait, en fait, ça vient valider un petit peu notre choix pour dire qu'on a des bonnes stations de référence. Parce qu'il faut comprendre, dans le fond, l'utilité de ces stations-là, c'est qu'on essaye de venir enlever le plus possible les perturbations possibles du territoire pour essayer de voir à long terme vraiment les effets des changements climatiques. Ou si on veut venir comparer des résultats d'une station de test et d'une station de référence, ben, c'est important finalement d'avoir des bonnes stations de référence. Ensuite, ici, je vous montre l'ISB survol en fonction des provinces naturelles, oui. Donc, on voit qu'il y a une répartition des échantillons qui sont pas mal entre précaires et bonnes. Et puis, par contre, on voit qu'il y a une certaine variabilité dans les stations de référence. Je vais vous revenir avec ça plus tard, mais là, je voulais simplement vous montrer le portrait global. Donc, ici, je vous ai ressorti les stations de mauvaise qualité. Ceux avec une petite étoile, en fait, c'est 4 stations en zone agricole ou urbaine, où on retrouvait pourtant une bonne qualité d'habitat, une bonne qualité de la bande riveraine, mais il y avait vraiment un peu de diversité là, au niveau des macro-invertébrés. Donc, on trouvait beaucoup de taxons tolérants. Et on peut aussi présumer qu'avec les changements climatiques, pour ces stations-là, s'il n'y a pas de mesures d'atténuation qui sont mises en place, l'intégrité biologique là, de ces cours d'eau-là vont être vraiment beaucoup affectées. Pour ce qui est des autres stations, là, comme aux extrémités, c'est 4 stations en zone très forestière, mais par contre, on a remarqué qu'il y avait des perturbations non négligeables. Pour les stations de référence, tantôt je vous disais, c'est important d'avoir une bonne station de référence, mais on s'est rendu compte dans notre suivi qu'on avait des petits enjeux. Je vous explique, normalement, on vise un indice de santé du Ventos plus de 75 là, avec une zone grise d'environ 10 unités. Mais que dans certains cas, comme vous voyez, l'avant-dernière est assez basse. Oh, je vois que je vais avoir bientôt fini, je vais essayer de conclure le plus vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaie d'avoir la meilleure station de référence possible dans la zone étudiée. Donc, il peut avoir, par exemple, dans la région de Québec, j'essaie d'avoir la meilleure des stations, mais c'est certain que ça va être difficile comparé si je vais dans des provinces naturelles là, plus au nord, par exemple, où que ça va être vraiment plus forestier et tout. Mais alors ici, ben, c'est vraiment pas ça. Ma référence ici, mettons, à Québec, va être vraiment différente d'une autre dans une autre province naturelle. Puis aussi, on s'est rendu compte que certaines stations, justement, on venait se poser des questions parce que dans certaines stations, on s'est rendu compte, ben, l'avant-dernière, par exemple, il y avait une tourbière exploitée en tête de bassin. Donc là, on vient se poser la question, il faut repenser un peu à nos stations de référence. Je vais passer vite. Juste pour vous dire qu'il y a un volet plus recherche.
qu'on est en train de développer, en fait, là, pour voir la tolérance thermique des macroinvertébrés, voir lesquels préfèrent des températures plus chaudes, des températures plus froides. Et puis, on espère de voir à long terme, finalement, est-ce qu'on va voir les taxons se déplacer, là, finalement, au fil du temps, là, parce qu'on sait que les températures vont se réchauffer. C'est un volet de recherche qu'on va plus développer dans une deuxième phase, puis je termine en disant qu'on a une carte interactive sur notre site web. Donc, vous allez pouvoir voir toutes les données là, que je vous ai présentées aujourd'hui. Puis, finalement, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, j'ai laissé mon courriel en bas à gauche là, du diaporama, donc n'hésitez pas à nous contacter.